les amis, hello, c'est Duiku. Alors, j'espère que vous allez bien et que votre semaine a bien débuté. Quant à moi, je suis heureuse de venir vous rejoindre ici sur nos tabous pour un nouvel échange. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de changer de décor. Alors, enfin, d'être un petit peu dehors. Je sais pas si ça va durer, mais voilà. Il y a des oiseaux, on entend les oiseaux, c'est super. Et en plus, ça colle avec le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Donc, chez nos tabous, on va avoir une petite chaîne qu'on va intituler J'ai lu, j'ai écouté, j'expérimente. Alors, dans cette petite chaîne, on va aborder, on va faire des petites synthèses des livres et des personnes qui m'inspirent, des conférences que j'ai assistées ou qui m'ont inspirée. Et voilà, je viendrai ici, on va faire une petite synthèse de tout ça et on va voir comment est-ce que ça peut nous aider à mettre en pratique dans nos vies et puis à expérimenter. Donc voilà, donc ça reste dans l'esprit de nos tabous, un esprit de partage et voilà, d'inspiration. Pour démarrer cette rubrique, je viendrai vous parler d'un homme qui m'inspire profondément. Un homme donc, comme la Terre en a besoin en ce moment, comme le monde en a besoin, heureusement qu'il est là. Un homme qui chérit la Terre et quand il en parle, il est tellement proche de la Terre, quand il en parle, c'est tellement avec une si grande passion que on ne peut être que contaminé, quoi. C'est limite contagieux et c'est très beau. Et donc aujourd'hui, je viendrai vous parler de cet homme qui a écrit plusieurs ouvrages, par exemple La part du colibri, La convergence des consciences, Notre monde a-t-il un sens, Semeur d'espoir. Et bah si vous l'avez deviné, c'est Pierre Rabhi. Alors je viens vous parler de Pierre Rabhi et d'un de ses ouvrages qui m'a marqué en particulier. Alors cet ouvrage, c'est celui-là. Vers la sobriété heureuse. Vers la sobriété heureuse de Pierre Rabhi est un livre qui fait à peu près la synthèse de tous ses livres parce que pour ceux que j'ai lus, en fait, on revenait toujours, voilà, ça tourne toujours dans le même esprit en fait. Donc c'est un peu la synthèse des autres livres et c'est un livre qui montre un petit peu l'état d'esprit du monde. Un livre qui montre même, qui résume même un petit peu l'état d'esprit aussi de Pierre Rabhi. Donc voilà. Et Pierre Rabhi, dans vers sobriété heureuse, incite l'homme à prendre conscience de la place que l'on donne à l'être dans notre société par rapport à tout ce qui est bien matériel et par rapport à tout ce qui est argent. Et sobriété heureuse est un livre qui est empreint d'une sagesse et d'une psychologie qui place l'être et la terre au centre même de nos préoccupations. Alors, si vous êtes prêts, je vous invite à venir surfer avec moi sur les vagues de la modération. Allez, à tout de suite. Hello les amis, bah fini le petit décor de rêve, c'était trop beau pour être vrai. On n'avait pas que les oiseaux, on avait d'autres bruits qui auraient pu interférer lors de notre échange. Donc voilà, je vous invite à surfer ici sur mon canapé si ça ne vous dérange pas. Alors, Pierre Rabhi et la modernité. Pierre Rabhi nous rappelle que nous sommes quand même dans un monde hyper industrialisé. Et cette hyper industrialisation entraîne une production massive. Et qui dit production massive dit pillage de ressources. Et ce pillage ne se fait qu'au profit d'une petite minorité de personnes. Et donc cela entraîne une fracture ou voilà une fracture entre les hommes et des inégalités. Donc voilà. Cette même modernité qui tue la terre, elle coupe l'homme ou elle coupe l'être de son intelligence. Elle lui impose à la place un positivisme radical. Elle se veut la modernité comme référence, c'est elle la référence. Et
Elle ne voudrait pas que l'homme se réfère à la subjectivité, à la sensibilité et à son intuition. Il invoque la confiscation de notre créativité par une société qui se veut trop sécurisante. Cette créativité qui est pourtant essentielle à l'homme parce que c'est elle qui déclenche l'enthousiasme, à savoir le divin en nous. Donc, si je comprends un petit peu avec ma petite intelligence, en fait, il va nous dire que notre société, pour notre bien, parce qu'elle nous dit que c'est pour notre bien, nous empêche de réfléchir par nous-mêmes. C'est ok, aucune subjectivité, on ne pense pas par nous-mêmes. Ils nous disent que ce qu'on fait, c'est bien pour vous. Ok, on croit que c'est bien. Donc, on n'a pas à discuter, on n'a pas à chercher, on n'a pas à réfléchir. C'est comme ça et c'est pas autrement. Alors, là, il confisque aussi notre créativité. Ça veut dire que nous, les hommes, notre côté justement divin, c'est notre côté artistique. Ça veut dire que on est là, on est des créateurs. On est là pour créer. C'est comme ça qu'on arrive à s'exprimer, qu'on arrive à ressortir nos dons, nos talents, parce que chacun de nous en a. Et le problème avec une société industrielle, c'est que elle va sur la technicité. C'est que voilà, on vous apprend des mouvements, des gestes, c'est répétitif, c'est toujours pareil, et donc on finit par tourner en rond, parce qu'on fait que la même chose. Je pense un peu aux gens qui travaillent dans des usines. C'est souvent pareil, du matin au soir. Et donc, dans ces cas-là, comment est-ce que tu veux te réaliser? Comment est-ce que tu peux te réaliser si tu es souvent dans les mêmes schémas du matin au soir, du 1er au 31 et parfois toute ta vie? Puis, notre société, elle sonne un peu comme une prison. Hein. On peut voir tout ce qu'on a cité là-haut, la confiscation de notre créativité, le positivisme radical et tout le tralala. Notre société, pour lui, sonne comme une prison parce que ça commence tout petit. Dès tout petit, on va à la maternelle. On va dans une petite maternelle, on va se faire materner. Et puis, les jeunes, ils appellent la fac le bahut. Le bahut, ça veut tout dire, quoi. On vit dans des boîtes, on roule dans des caisses, on va danser en boîte, on travaille dans les boîtes, les petites, les grandes. Quand on est plus vieux, on atterrit dans une boîte à vieux. Et voilà, à la fin de notre vie, c'est voilà une boîte 2 mètres sur terre ou une caisse, selon chacun. Le monde moderne est-il une illusion ou une utopie? Alors, Pierre Rabhi pose la question sur c'est quoi la vie? Qu'est-ce que la vie? C'est quoi vivre? C'est vrai qu'on se pose pas souvent la question parce que quand on regarde bien, moi j'ai l'impression que dans le monde moderne, quand j'observe, on est là pour gagner notre vie. D'ailleurs, on dit ça, je vais gagner ma vie. Il faut que tu fasses tes études pour gagner ta vie. Mais est-ce que on donne la vie, nous les parents, pour que les enfants après aillent la gagner? Je sais pas. Je crois que je vais faire un billet là-dessus. Ça m'inspire quelque chose. Mais est-ce qu'on est là pour en baver? Est-ce qu'on est là? Est-ce que notre destin, c'est de gagner notre vie en travaillant dur? Non. Surtout comme autour de moi, je connais pas des gens qui soient vraiment heureux d'être en vie. C'est pas tous les jours qu'on rencontre quelqu'un qui te dit ah tiens ma chérie, je suis heureuse d'être en vie ou je suis heureux d'être en vie quoi. Moi j'en connais pas beaucoup et c'est vraiment rare. Donc, est-ce que nous sommes ici pour posséder jusqu'à ce que les choses nous possèdent? Hein? Pierre Rabhi nous rappelle que c'est dans la simplicité que l'on ressent souvent le plus de joie. Surtout que le progrès ne sert pas toujours à tout le monde. Hein? On voit bien qu'il y a une bonne partie, la majorité même de la population qui galère pour se nourrir, pour se loger, pour se vêtir, pour se soigner et maintenant ça va même arriver pour respirer. Donc pourquoi sommes-nous là? Hein? Est-ce que nous sommes là pour gagner notre vie, la gagner grâce à toutes les alternatives qu'on nous met sous le nez pour pouvoir avoir un peu de joie, un peu de paix, un peu de tout ce qu'on veut?
Est-ce que on est là pour gagner tout ça afin d'accéder à la joie? Surtout que lui, Pierre Rabhi, il nous dit que la joie est une valeur suprême à laquelle nous aspirons tous, mais que des millions de dollars ne peuvent nous offrir. Ça, c'est net, ça c'est plus que clair. Alors, Pierre Rabhi nous pose la question, nous invite à nous poser la question, à savoir, celle à savoir, si on est voué à la consommation. Voilà, on sait pas pourquoi on vit. Est-ce que on sait au moins pourquoi on consomme? Donc, il nous invite aussi à revoir la valeur qu'on donne aux choses, parce que les choses à la base, elles sont faites pour avoir un usage simple. Donc, j'ai une voiture, elle m'amène d'un point A à un point B. Si j'ai une maison, c'est pour m'abriter, pour que le vent, la pluie, le soleil et tout ça ne me démolissent pas. Donc, il observe quand même qu'aujourd'hui, les choses matérielles ont plus de pouvoir que nos propres vies. Et donc, malheureusement, la surabondance ne va toujours pas de pair avec le bonheur. Donc, ça se vérifie. Donc, il y a certains endroits dans le monde entier où les gens n'ont rien à manger, sont dans une précarité sans nom, mais ils ont quand même cette joie de vivre et cet amour de partage malgré tous les soucis qui sont. Donc nous ici, dans notre société de consommation, super consommation moderne, on est pris dans le toujours plus, le superflu. On est dans le fantasme de la consommation. C'est voilà, une voiture au lieu d'être une voiture pour utilitaire, on va l'enrober de beaucoup de petites choses là et tout ça, et ça va devenir un truc waouh, comme si voilà. Mais non, que tu aies une Twingo ou que tu aies une Merco, les deux font la même chose. Si on va dans la même direction, on va arriver au même point. Donc, nous sommes piégés dans la matière et nous sommes voués à l'accumulation financière. Mais pourquoi faire? En plus, vu que consommer ne rime pas forcément avec bonheur, on a l'impression que plus on va consommer et plus on va être heureux. Mais c'est le contraire qui se produit. Plus on en veut, comme on dit, hein, plus le diable en a, plus il en veut. Donc ça va être de vouloir encore plus. Mais le problème c'est que vu on n'aura pas forcément plus, on va prendre des petites pilules magiques là pour pallier aux frustrations. Et ces petites pilules magiques là vont à la place venir créer le désespoir, un désespoir intérieur et une misère, mais une vraie misère intérieure. Là, ce sera plus la misère matérielle, parce qu'on dit souvent ouais, on est miséreux machin, mais la misère c'est pas matériel. La misère elle est plus psychique. Et on a remarqué, je sais pas si vous avez observé comme moi, que plus on est dans l'abondance matérielle et moins on est psychiquement, on va bien. Pierre Rabhi et le féminin sacré. Alors, Pierre Rabhi déploie l'asservissement de l'homme par l'homme et l'asservissement de l'homme, de la femme par l'homme. Il nous invite à remettre le féminin sacré au cœur même de la vie. Il nous invite à reconnaître la sensibilité de la femme et à prendre conscience que ça peut être, cette sensibilité, elle peut être une âme très puissante si nous l'utilisons à bon escient. C'est tout simplement magnifique parce que si l'homme prenait conscience du pouvoir de la femme, le monde serait dans un état beaucoup moins chaotique. Et je crois qu'aujourd'hui, on n'a pas envie de positivisme en fait. On n'a pas envie d'être dans la sensibilité, dans la tendresse, dans l'amour, dans le partage. Tout ce dont une femme, tout ce qui caractérise une femme. Et donc,
tout ça est relayé au rang de voilà de bassesse et de petites choses qui ne sans importance, alors que c'est le cœur même de la vie, la sensibilité. Thérapie est le sujet qui fâche. Alors c'est lequel? L'argent. Alors aujourd'hui, notre monde moderne marchand a donné à l'argent une prépondérance et un pouvoir absolu sur notre monde. Il est vu érigé aujourd'hui en prince. Ça, c'est l'argent qui a tous les pouvoirs et voilà, il fait ce qu'il veut de l'être en fait. Et pour lui, ça sonne comme une démence. C'est complètement absurde parce qu'à la base, l'argent a sa réelle valeur, c'est de permettre les échanges. Et il représente le travail et la créativité des biens vitaux. Donc, ça veut dire que tu travailles et tu es payé en retour par rapport à ce que tu as créé. C'est à ça que ça sert l'argent à la base. Mais aujourd'hui, c'est devenu une énergie qui peut payer tout et n'importe quoi. Une énergie qui arrive même à payer des vies. Hein, on arrive même à acheter des gens avec de l'argent. Il parle parfois il parle aussi de tout ce qui est bijoux, tout ce qui est pierres précieuses. Quand on voit le prix des pierres précieuses, on se demande où va le monde, quoi, par rapport à la vie d'un homme. Et donc, l'argent aujourd'hui, c'est le maître du monde. On lui demande même plus seulement de satisfaire nos besoins légitimes, hein, les petits besoins à manger, boire et tout ça, mais de satisfaire les besoins les désirs les plus fous. C'est même plus un besoin, c'est le désir. C'est-à-dire, voilà, on va voir des gens qui ont dans leur garage 20 voitures, qui ont des appartements, qui ont des bijoux hors de prix, voilà, c'est vraiment l'argent qui domine. Et il nous demande si c'est normal, est-ce qu'on trouve ça pas un petit peu exagéré? Pierre Rabhi n'est pas nostalgique, non, il n'est pas nostalgique. Peut-être un petit peu du temps où l'homme y travaillait de ses mains, l'homme gagnait sa vie par sa créativité et qu'il se réalisait par rapport à ça. Parce que voilà, se réaliser, ça apporte beaucoup de joie, ça fait vivre la cité et c'est comme il dit, ça réveille le divin en nous. Donc la vie. Et il est nostalgique de ce temps-là. Et moi aussi, je le suis, je le comprends et je le suis aussi. Et par contre, il est reconnaissant des avancées de la science, de la médecine, de la technologie, voilà quoi. Et donc voilà, il n'a pas de souci avec ça. Mais par contre, il trouve que les outils que la science met entre les mains de l'homme sont un peu ambivalents. Ils sont capables du pire comme du meilleur. Et il aimerait que ces outils qu'on place entre les mains de l'homme servent plutôt à son évolution et améliorent ses conditions de vie. Et donc si ça devient des outils d'accaparement, on va vous pister et tout ça, c'est vraiment pas c'est pas terrible. Et donc il va par exemple parler d'internet. Et il dit qu'Internet, c'est un super outil de communication. Ça, personne ne peut le nier. C'est un outil de communication. Mais est-ce que il ne sert pas aussi à autre chose, par exemple à la marchandisation du monde et à la connexion des solitudes. Hein, parce qu'on voit aujourd'hui le monde est super virtuel, on se connecte au monde, on se connecte plus entre nous, on se connecte au monde. Et donc ça ramène beaucoup plus de solitude qu'il y en avait déjà avant. Donc pour lui, Internet
qui n'est pas très net, est-ce qu'il ne servirait pas les pulsions malsaines de l'être humain? Hein, c'est que voilà, à travers Internet, on se permet quand même pas mal de choses qu'on ne se permettrait pas entre humains. Et donc Internet, il permettrait que les gens se désinhibent et sortent tout leur côté malsain et voilà, des choses qu'ils n'auraient pas pu faire aux autres en fait. Il te coupe carrément de ton empathie en fait et de ton humanité. Donc voilà. Et donc pour lui, il demande si ces outils-là ne servent pas vraiment forcément pour l'évolution et pour l'intelligence de l'être, est-ce qu'il ne faudrait pas un petit peu en modérer l'utilisation, surtout en ce qui concerne les gamins, parce qu'on voit aujourd'hui les dégâts que ça fait chez les plus jeunes, et on sait très bien que ce sont les jeunes qui sont la relève de demain. Donc si aujourd'hui on a des jeunes qui voilà se foutent en l'air grâce à Internet, on a un réel souci à se faire par rapport à ça. Sujet des enfants, Pierre Rabhi nous demande de revoir radicalement notre système d'éducation. Pour nos enfants, nous avons intérêt à changer complètement de paradigme. Par exemple, au lieu de leur donner une éducation compétitive et de les éduquer dans l'avidité, tout en sachant quand même que être dans la compétitivité, ça entraîne des angoisses. On voit déjà ce que ça fait chez les adultes. On n'imagine même pas chez les gamins. Donc, au lieu de les éduquer dans l'avidité et la compétitivité, mettre plutôt à la place de la solidarité. Une solidarité qui les renforce, qui va les renforcer, qui va les apaiser et qui va les faire grandir dans la douceur. Pierre Rabhi nous incite à reconnecter les enfants concrètement avec la nature. Qu'on les éduque à s'ouvrir à la beauté infinie et à la générosité du mystère de la nature. De commencer tôt. Donc, il faudrait exalter leur capacité créative, qu'elle soit abstraite ou concrète, en particulier justement de leur parler de leurs petites mains, ces organes qui sont des organes par excellence et qui sont des organes qui vont les aider dans leur évolution, les petites mains. Donc il nous donne un petit conseil, c'est celui de développer en eux le sens de la liberté et de l'autonomie. C'est ce que nous tous on fait, nous les adultes, et je crois que de commencer à leur inculquer ça très tôt, ce serait vraiment super. Donc, moi je rajouterais que leur inculquer des vraies valeurs afin que le monde demain leur soit un petit peu plus, leur semble un petit peu léger. Pour moi, je vais leur souhaiter, comme chante Cécilia, tout le bonheur du monde et j'espère que quelqu'un sera là pour leur tenir la main. Pour Pierre Rabhi, la sobriété est une sagesse ancestrale de par son caractère sacré. Pour lui, il a vécu une sobriété plutôt libératrice et il nous invite à en faire autant. Pierre Rabhi, n'appartenant plus à aucune religion, il s'est aperçu que la sobriété heureuse relevait du caractère mystique et spirituel. Alors, ceci passe par un dépouillement de l'intérieur et devient un espace de liberté. On est tout de suite affranchi de tous les tourments dont nous accable notre mode de fonctionnement et d'existence.
Donc, ça me rappelle un peu les personnes qui vont dans des ashrams où on le faisait aussi quand on initiait certains jeunes dans certaines contrées de l'Afrique, où on t'emmenait dans la brousse, dans la forêt, ou là, par exemple, dans les ashrams, on peut t'emmener à la montagne. Et c'est comme un peu dans Lost, quoi. Tu es perdu, tu es tout seul et tu dois survivre à tes peurs. En fait, tu dois faire face à tes peurs et non seulement tu dois faire face à tes peurs, mais en plus de ça, tu es coupé du monde matériel. Et là, tu es dans la nature. Donc, il n'y a que toi et la nature. Et tu dois te reconnecter à la nature et donc à ta nature pour pouvoir survivre. Et au bout de quelques jours d'initiation, je crois qu'on finit par lâcher prise et à comprendre que le monde matériel, on peut se libérer du monde matériel, on peut se défaire du monde matériel, on peut vivre sans forcément le monde matériel. Où on peut vivre dans la modération, on n'a pas besoin de plus. Mais par contre, il y a une chose dont on ne peut pas se défaire, c'est l'amour des autres. Hein, d'ici, par exemple, le film Into the Wiz, pour les gens qui l'ont regardé, voilà, c'est que on s'est défait des choses de la terre, mais pour que notre bonheur soit total, complet, on a besoin d'être avec les autres. Voilà, c'est ça la vraie joie de vivre, c'est ça se défaire des tourments. Oh là, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Je vais vivre comment? Non, tout ça là, c'est parti et on ne prend que l'essentiel. C'est l'essentiel qui devient important. L'essentiel, c'est devenir tout simplement et être tout bêtement, quoi. Et je trouve ça tellement magnifique parce que je ne sais pas si vous comprenez ça comme moi, ça résonne tellement dans mon esprit, dans mon être que c'est plus que libérateur. C'est plus que libérateur. De vivre dans ces conditions, je peux comprendre mes ancêtres. J'essaie de me mettre dans l'état d'esprit de mes ancêtres en ce moment-là. Je crois ils ont vécu dans la plénitude totale. Parce que voilà, ils étaient libérés de tous ces tourments que notre monde moderne nous impose aujourd'hui. Nous incite de réapprendre à prendre le temps de vivre, de se reconnecter à la nature et à la terre, en prendre soin parce que elle est là pour nous, on l'a trouvée, elle nous donne ce dont on a besoin et donc de prendre soin de la nature. Pour lui, ce que je trouve très beau pour finir, c'est que la vraie puissance se trouve dans la modération et la simplicité. Le sublime reste surtout dans des choses qui se transmettent par la beauté des mots. Donc voilà, c'était la synthèse de Vers la sobriété heureuse de Pierre Rabhi. Un livre qui m'a inspirée, qui m'a beaucoup apporté, que quand je lisais, j'étais tantôt en colère parce que voilà, il y a des choses dedans, quand tu lis, tu te demandes, oh là là, comment est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va devenir? Tantôt, j'étais apaisée parce que voilà, il y a quand même de l'espoir. Quand on voit des gens qui sont là comme ça et qui se battent pour que les choses changent, qui sont là pour nous conscientiser, on se dit que voilà, tout n'est pas perdu et que voilà, il y a de l'espoir. C'était ma première synthèse aujourd'hui avec vous. J'espère que vous allez être un petit peu indulgents parce que voilà, j'ai eu beaucoup de mal à synthétiser ce livre que je trouve magnifique. J'aurais aimé vous donner un peu plus d'informations, un peu plus de détails, mais c'est un livre qu'on trouve, donc vous pouvez le trouver chez Amazon, chez la Fnac, voilà, il y en a partout, des livres de Pierre Rabhi, vous en trouvez partout. N'hésitez pas à vous en procurer. C'est une mine d'or, une vraie mine d'or. Donc voilà, je vous dis à très vite pour un prochain échange. Et voilà, sur la rubrique j'ai lu, j'ai écouté, j'expérimente. J'espère que vous allez trouver des choses
très intéressante. Allez, je vous dis à très vite sur nos tabous et d'ici là, prenez soin de vous. À très bientôt.